Jacou le Croquant de Eugène Leroy. Alors c'est toi, la femme de Martissou? Oui bien, notre monsieur. Cela étant, il te faudra te rendre à Périgueux d'aujourd'hui en 15, sans faute. On va juger ton homme. Voilà l'assignation, ajouta-t-il en prenant un papier dans une tirette. Mon Dieu, comment ferons-nous, disait ma mère sur le chemin, en nous en retournant. Et en effet, sur les 3 francs que lui avait donné Gérald, il avait fallu acheter une tourte de pain, de sorte qu'il ne nous restait presque rien. Moi, voyant combien elle se tourmentait à cause de ça, je me faisais du mauvais sang de ne pouvoir lui aider lorsqu'un matin, rôdant par là sur la lisière de la forêt, je trouvai dans un sentier un lièvre étendu, tué la veille d'un coup de fusil sur l'échine, car la blessure était toute fraîche. Je le ramassai et m'en courus à la maison, tout content de le porter à ma mère. Comme il n'était pas possible de savoir qui l'avait tué, elle le vendit, le mardi d'après, à Tenon, avec nos 2 poules que nous avions eues en partage à Combes-Nègres, afin de faire un peu d'argent pour notre voyage. Le jour arrivé qu'il nous fallait partir, nous avions dans un fond de bas, attaché avec un bout de gros fil, un peu plus de 3 francs en sous et en liarde. Ma mère mit le reste du chanteau dans le havresac de mon père, que l'oreille nous avait rendu avec son couteau, le passa sur son épaule en bandoulière, prit un bâton d'épine et nous partîmes, après avoir attaché la porte à un gros clou avec une corde pour la tenir fermée. Nous n'étions pas trop bien habillés pour nous montrer en ville. Ma mère avait un mauvais cotillon de drogué, une brassière d'étoffe brune, toute rapiécée, un mouchoir de conto à un carreau, jaune et rouge, sur la tête, des chausses de laine brunes et des sabots. Moi, j'avais aussi des sabots aux pieds, puis un bonnet et des bas tricotés, un pantalon trop court, pareil au cotillon de ma mère, bien usé, et une veste faite d'un vieux sans-culotte de mon père. Il y en a sans doute qui demanderont ce que c'est qu'un sans-culotte. Eh bien, ça n'est pas autre chose que la carmagnole du temps de la Révolution, sorte de veste assez courte et à petits collets, droits comme ceux des vestes des soldats. Dans nos pays, ce vêtement des bons patriotes a pris, je ne sais pourquoi, le nom de ceux qui le portaient. Reprenons. Notre chemin était de traverser la forêt en allant vers le lac Gendre, où nous prîmes cette direction. Après nous être déchaussés, pour cheminer plus à l'aise dans les sentiers des bois. Du lac Gendre, nous fûmes passés à la Triderie, puis à Bonneval, et enfin à Faussemagne, où nous trouvâmes la grande route de Lyon à Bordeaux, achevée depuis peu. À la sortie de Faussemagne, ma mère me fit asseoir sur le rebord du fossé pour me reposer un peu. Une demi-heure après, nous voilà repartis, marchant doucement, en suivant l'accotement de la route, moins dur pour les pieds que le milieu de la chaussée. La pauvre femme, bourrelée par l'idée de ce qui attendait mon père, ne parlait guère, me disant seulement quelques paroles d'encouragement et me prenant des fois par la main pour m'aider un peu. Nous ne rencontrions presque personne sur la route. Quelquefois, un homme cheminant à pied, portant sur l'épaule avec son bâton un petit paquet plié dans un mouchoir, ou bien un voyageur sur un fort roussin,
le manteau bouclé sur les fentes de sa selle, qui laissait voir les crosses de ses pistolets. Et derrière, attaché au trousquin, un porte-manteau de cuir fermé par une chaînette avec un cadenas. De voitures, on n'en voyait pas comme aujourd'hui sur les routes. Les gens richissimes, seuls en avaient. À une petite demi-lieue de Saint-Crépin, nous entrâmes dans un beau coteau de chêne pour faire halte. Ma mère me donna un morceau de pain que je mangeais avec appétit, tout sec et noir qu'il était, après quoi, m'étendant sur l'herbe, je m'endormis profondément. Lorsque je me réveillai, le soleil avait tourné du côté du couchant, et je vis ma mère assise contre moi. Me voyant réveillée, elle se leva, me tendit la main, et après m'être un peu étirée, je me levai aussi pour repartir. En passant à Saint-Crépin, je bus à une fontaine qui coulait dans un bac de pierre, près du relais de poste. Et m'étant ainsi bien rafraîchi, je continuai à marcher vaillamment, m'efforçant un peu pour faire voir à ma mère que je n'étais pas trop fatiguée. Et c'est la vérité que je n'étais pas trop. Seulement, les pieds me cuisaient un peu, car ce n'était plus la même chose de marcher nu-pieds sur une route chauffée par le soleil ou sur la terre fraîche des sentiers sous bois. Il était soleil entrant lorsque nous fûmes à Saint-Pierre, car j'avais dormi longtemps dans le bois, ayant remis nos chausses et nos sabots, après avoir suivi le bourg qui n'était pas bien grand alors, ni encore ma mère avisa une maison vieille et pauvre d'apparence où, dans un trou du mur, on avait planté pour enseigne une branche de pin, et, la porte étant ouverte, elle entra. Une bonne vieille avec une coiffe à barbe, un fichu à carreaux croisé sur la poitrine et un dévental ou tablier de cotonnade rouge, assise sur une chaise, filait sa quenouille de laine près de la table. À la salutation de ma mère, elle répondit par une franche parole. « Bonsoir. Bonsoir, braves gens. » Interrogée si elle pouvait nous donner un peu de soupe et nous faire coucher, elle répondit que oui, mais que, comme elle n'avait plus qu'un lit, l'autre ayant été saisi pour payer les rats de cave, il nous faudrait coucher dans le fenil. « Oh, dit ma mère, nous dormirons bien dans le foin. »« Eh bien donc, approchez-vous du feu, reprit la vieille. Et lorsque nous fûmes assis, comme on est curieux dans les petits endroits, principalement les femmes, la vieille se mit à questionner ma mère, tournant autour du pot pour savoir où nous allions et à quelle occasion. Tant elle avait l'air d'une brave femme que ma mère lui raconta tout par le menu. Les misères qu'on nous avait faites, les canailleries de Laborie, et comme mon père avait tiré sur ce régisseur des messieurs de Nanzac, eux et lui, il avait poussé à bout, jusqu'à lui venir tuer la chienne dans la cour. « Ah, les canailles !» s'écria la vieille. « Il y en a bien par ici qui en feraient autant, » ajouta-t-elle en posant sa quenouille. « Avant la Révolution, il n'y avait pas de gueuserie qu'ils ne nous aient faites, et depuis qu'ils sont revenus, ils recommencent, surtout depuis quelque temps. » Elle se leva brusquement là-dessus, elle a fermé la porte et alluma la lampe. « Voyez-vous, pauvre femme, dit-elle, ces nobles sont toujours les mêmes, faisant les maîtres, orgueilleux comme des coqs d'Inde et durs pour les pauvres gens, mais quand l'autre reviendra, ils se souviendront qu'ils l'ont trahi, et il les jettera à la porte. »« L'autre » fit ma mère. « Oui, Poléon, qu'ils ont envoyé à 500 000 lieues par-delà les mers dans une île déserte. » Ma mère avait bien ouï parler quelquefois le dimanche devant l'église d'un certain Napoléon qui était empereur et qui avait tant bataillé que beaucoup de conscrits du Périgord étaient restés par là-bas, dans des pays inconnus. Mais du côté de la forêt Barade, on n'était pas bien au courant. Et elle répondit simplement « Alors, il est fort à désirer qu'il revienne tôt. »
puisque c'est un ami des pauvres gens, car nous sommes trop malheureux. Moi, tout en écoutant ses propos, assis sur le saloir dans le coin du feu, je regardais cette maison bien pauvre en vérité. Le lit de la vieille était dans un coin, garanti de la poussière du grenier par un ciel et des rideaux de même étoffe, jadis bleus avec des dessins, et maintenant tout fané. Ce lit coustoyé de chaises, dont aucune dépaillée était encombrée aux pieds de vieilles hardes. Dans le coin opposé, il y avait la place vide du lit qu'on lui avait fait vendre. Au milieu, la table avait un banc. Contre le mur, en face de la porte, était une mauvaise maie, où la bonne femme serrait le pain, et autres affaires depuis que son cabinet était vendu. Une cocotte et une marmite étaient sous la maie, une soupière et des assiettes dessus, et avec la seille dans l'évier. C'était à peu près tout. On voyait que les gens du roi avaient passé par là. Cependant, l'heure du souper approchant, la vieille alla quérir des branches de fagot dans l'en-bas qui communiquait avec la cuisine, raviva le feu devant lequel cuisaient déjà des haricots, et pendit à la crémaillère son autre marmite où il y avait du bouillon. Cela fait, elle débarrassa le couvercle de la maie en maudissant ses bougres de gabelou qui lui avaient fait vendre son vaisselier si commode, prit dedans une tourte entamée et commença à tailler la soupe avec un taillant. Engin plus facile que la serpe dont nous nous servions chez nous. Nous souperons, dit-elle, mais que Duclos soit arrivé. Vous attendez quelqu'un, fit ma mère. Oui, c'est un brave garçon qui vend du fil, des aiguilles, du ruban, des boutons, des crochets, des images, comme celles qui sont là, ajouta-t-elle, en montrant des gravures grossières passées en couleur, et d'autres petites affaires encore. Tu peux bien aller les voir, les images, me dit la vieille. Ça t'amusera en attendant le souper. Il passe presque tous les mois pour aller dans la contrée de Tenon, reprit-elle. Je pense qu'il viendra ce soir. C'est son jour. Je me mis à regarder les images clouées au mur. Il y avait, entre autres, le malheureux juif errant avec son bâton et ses longues jambes, symbole du pauvre peuple déshérité qui n'a ni feu ni lieu. Ensuite, Jeannot et Colin, histoire instructive, surtout en ce temps-ci, où tant de gens se vont perdre dans les villes. Puis le fameux Crédit, mort, étendu à terre, tué par de mauvais payeurs qui s'enfuient. Et à côté, une oie tenant une bourse dans son bec, avec cette inscription qu'alors je ne savais pas lire. Mon oie fait tout. Triste et désolante sentence pour les pauvres gens. Tandis que j'examinais curieusement ces images, on frappa 3 coups de bâton à la porte. C'est Duclos, fit la vieille en allant ouvrir. Lui, nous voyant, sembla hésiter, mais elle l'encouragea. Vous pouvez rentrer. C'est une brave femme et son drôle. Alors il entra. C'était un fort garçon à la figure brune, aux cheveux crépus, coiffé d'une casquette de peau de fouine, vêtu d'une blouse de cotonnade grise rayée et chaussé de gros souliers ferrés. Il pliait sous le poids d'une balle qu'il portait à l'aide d'une large bricole de cuir. « Salut la compagnie, dit-il en posant son gros bâton contre la porte. Puis il se débarrassa de sa balle en la plaçant sur 2 chaises que la vieille avait vitement arrangées à l'exprès. « Vous êtes fatigué, mon pauvre Duclos, lui dit-elle. Tournez-vous un peu vers le feu, nous allons souper dans une petite minute. » Ce n'est pas pour dire, Minette, mais je souperai avec plaisir. Depuis Razac, vous pensez, le déjeuner a eu le temps de couler. La soupe trempée, on se mit à table, et la vieille servit à chacun une assiette comble de bonne soupe aux choux et aux haricots. Je fus étonné de voir Duclos manger la soupe avec sa cuillère et sa fourchette en même temps. Chez nous, on ne connaissait pas cette mode.
pour la bonne raison que nous n'avions pas de fourchette. Lorsque nous soupions d'un ragoût de pommes de terre ou de haricots, on le mangeait avec les cuillères. Pour la viande, on se servait du couteau et des doigts. Mais ça n'arrivait qu'une fois l'an, au carnaval. Duclos, ayant fini sa soupe, prit la pinte et nous versa à tous du vin dans notre assiette. Lui-même remplit la sienne jusqu'au bord, de telle manière qu'un petit canard s'y serait noyé. On voyait qu'il était dans la maison comme chez lui, et ça ne se gênait pas. Ce vin était un petit vinocher du pays qui ne valait pas celui de la côte de Jaurès, à Saint-Léon-sur-Vézère. Mais nous autres, qui ne buvions que de la mauvaise piquette, gâtés souvent, pendant 3 ou 4 mois, le reste de l'année, de l'eau, nous le trouvions bien bon. Après avoir bu, le porte-balle nous offrit de la soupe encore, et personne n'en voulant plus, il s'en servit une autre pleine assiette, après quoi il fit un second compieu chabrol, comme nous appelons le coup du médecin, bu dans l'assiette avec un reste de bouillon. Pendant ce temps, la Minette avait tiré les longettes ou les mongettes ou haricots dans un saladier et les posa sur la table. Ma mère se leva alors, disant qu'elle n'avait plus faim. Mais la brave vieille, qui se doutait qu'elle disait ça parce qu'elle craignait la dépense, la fit rasseoir. « Il vous faut manger tout de même pour avoir des forces, dit-elle. Mangez, mangez, pauvre femme. Autrement, vous ne pourriez pas finir d'arriver à Périgueux. » Tandis que nous mangions, la Minette conta l'affaire de mon père à Duclos et lui demanda ce qu'il en pensait. « Que voulez-vous que je vous dise ?» fit-il. « Si les juges et les jurés étaient des gens pareils à moi, eux voyant comme cet homme a été poussé à bout par ce coquin de régisseur, et les messieurs, ils s'en tireraient avec 1 an de prison ou 6 mois. Mais voyez-vous, ceux du jury, c'est des bourgeois, des riches, qui, encore qu'ils soient honnêtes, penchent plutôt vers ceux de leur bord. Pourtant, il y a des hommes justes partout. Et il n'en faudrait qu'1 ou 2 pour entraîner les autres. Souvent, ça arrive ainsi. Il ne faut pas désespérer. Ah, ajouta-t-il, que cela mériterait d'être puni, qui commandent des injustices et des méchancetés, sans se donner garde des malheurs qui en peuvent advenir. Le soir, après souper, Duclos tira du fond de sa balle des petits paquets et diverses affaires qu'il mit dans une grande poche de dessous sa blouse et sortit. Depuis, je me suis pensé qu'il faisait peut-être bien quelque peu la contrebande de tabac et de poudre.